termes d'objectif, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour que quand mon fils sera un homme, il soit bien avec lui-même, il soit bien avec les autres. Dans la façon avec laquelle notre génération d'hommes a été éduquée, on a été éduqués pour être des hommes forts. Je suis hyper sensible aux émotions de mes enfants, mais c'est une vraie question de me dire à quel point c'est les émotions de mes enfants et leurs réactions qui vont driver mes décisions. Que moi aussi, j'ai des vulnérabilités. Quand j'étais jeune sergent, je me demandais mais comment je saurais que je suis un bon chef. Et la réponse qu'on me donnait à chaque fois, c'était quand ça va péter, tes mecs ils vont se retourner vers le chef. Et c'est à ce moment-là que tu verras vers qui ils se tournent. Et en fait, au moment où tu as les premières balles qui passent, tu vois en fait que tes mecs ils te regardent, tu vois. Et je me souviens, j'avais un vieux caporal-chef qui avait genre 18 ans de service. Il me dit c'est maintenant sergent, faut donner des ordres. Wow. Et là c'est ok, c'est toi le chef, tu vois. Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, les temps faciles créent des hommes faibles, les hommes faibles créent des temps difficiles. Julien, toi qui as été au front, en guerre, puis travaillé en entreprise, coaché des équipes et des CEO, est-ce que nous vivons une période d'hommes faibles ? Petite question pour commencer. C'est vraiment une question. T'as 5 heures. La question c'est est-ce qu'on vit un temps d'hommes faibles, c'est ça ? Ouais. Est-ce qu'en ce moment on considère que les hommes avec un grand H, hommes et femmes de notre temps, sont des personnes faibles ? Ouais, de par l'environnement dans lequel on est, est-ce que ça nous... On a perdu une forme de force qui nous aiderait à surmonter les difficultés dans lesquelles on est ? Je pense sincèrement qu'on n'a pour l'instant pas eu l'occasion, en tout cas le contexte dans lequel on a vécu ces 10, 20, 30 dernières années, si on considère que c'est ça la période facile, fait qu'on n'a pas eu l'occasion de montrer les ressources qu'on a à l'intérieur de nous. Okay. Mais je pense qu'on a tous en nous les ressources d'hommes ou de femmes forts. C'est juste qu'on n'a pas l'occasion de le montrer. Et quand tu regardes, moi j'étais un ancien militaire, et j'ai pu voir à l'armée des personnes sur lesquelles on n'aurait peut-être jamais misé un copec sur leurs compétences physiques ou sur leur puissance mentale. Et au final, dans la difficulté, ces gens-là, ils se révèlent d'être d'incroyables leaders. Donc c'est dans la difficulté que l'homme se révèle, en gros. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va pouvoir voir là dans les prochaines années, avec le contexte économique, politique, social. On va voir qu'il y a de nouveaux leaders ou un nouveau leadership qui va émerger. Et c'est là qu'on va voir qu'il y a toujours des hommes forts. C'est juste qu'ils sont pas utiles pour l'instant. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans le monde de l'entrepreneuriat. Les gros sujets, c'est l'équilibre, le développement personnel, l'épanouissement. Et en même temps, on a envie de gagner des millions, changer le monde. Et j'ai comme l'impression, au moins, en tout cas, je suis dans ces deux aspirations, tu vois. Mais à des moments, j'ai l'impression que ça sonne pas juste à l'intérieur de moi, où je me dis, en fin de compte, les moments où j'ai tout défoncé, c'est des moments souvent de sacrifice, des moments de grosse intensité. Et je remarque que c'est dans ces moments de difficulté où, en fait, je me révèle le plus. Mais dès que, en fait, je tombe dans quelque chose de plus posé, une forme de faiblesse qui émerge. J'écoutais un podcasteur que j'aime beaucoup, je t'en parlais juste avant, Alex Hormozy, et lui il disait le mécanisme en ce moment sur internet, c'est que tu as des mecs qui font des fortunes, du coup ils savent plus quoi faire leur pognon, ils se mettent à avoir des routines, du bien-être, du développement personnel, ils vont parler de les 1 heure de méditation qu'ils font par jour et tout ça, mais ils ont oublié comment ils ont fait leur fortune, qui est de bosser comme des chiens et d'avoir une force mentale et physique de dingue. Et donc du coup en fait aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de conseils de gens qui sont dans une phase posée, ce qu'ils ont atteint, et du coup qui biaisent un peu ceux qui sont en train de se lancer. Et donc dans cette atmosphère un peu du YouTube game, des LinkedIn et tout, on a beaucoup de conseils autour du bien-être, l'épanouissement, l'équilibre et tout ça. Mais en fait, est-ce que ça crée pas un temps facile en fin de compte qui nous crée encore plus de frustration et nous empêche en fin de compte d'atteindre des objectifs ? Je pense qu'il y a une espèce de fausse croyance qui est que si on n'est pas dans la souffrance, on ne peut pas réussir. Ok. On peut réussir sans souffrir. En revanche, on ne peut pas réussir sans travailler. Ok. Et oui, il y a des... Et puis aussi, parmi tous ces influenceurs et tous ceux qui vont prêcher la bonne parole, il faut réussir à être capable de discerner le vrai du faux.
Et pour le coup, nous, on accompagne pas mal de boîtes qui, en extérieur, sont en hyper croissance. Mais nous, on est dans les cœurs des réacteurs et en fait, on se rend bien compte que entre le message public et la réalité privée, il y a parfois tellement un énorme gap que tu te dis, putain, ils ont pas mal aux couilles, ces mecs, tu vois. Ouais, j'ai exactement là-dedans. Hier, je regardais une vidéo sur un peu le game LinkedIn et qui allait là-dedans. C'est qu'en fait, pour avoir de l'approbation et du réseau, il faut faker ou être trop authentique. Mais du coup, en fait, ça pousse tout le monde un peu à jouer à un jeu qui, en fait, nous enferme tous. Parce qu'en fait, on a l'impression que tout le monde. Toujours plus. Voilà. Toujours plus. On a l'impression que tout le monde est en croissance, tout le monde fait des millions. Puis du coup, tu te sens mal, donc tu as envie de faker à ton tour parce que tu dis c'est ça qu'il faut faire pour réussir. Et en fait, ça crée un environnement hyper malsain. Et qui est complètement faux. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable en fait, c'est que le référentiel sur lequel on est, parce que j'ai l'impression que le référentiel dans lequel on est, ou sur lequel on se repose sur la réussite en start-up, dans l'entrepreneuriat, etc. Donc le référentiel c'est quoi? C'est hyper croissance, c'est des équipes incroyables. Après il y a un autre modèle avec le solopreneuriat, mais on pourra en parler aussi. Et le modèle du développement personnel. Et le fait d'avoir levé des millions aussi, ça c'est la phrase. Ouais, mais là du coup avec l'année qu'on vient de passer, l'année qui va arriver, on va se rendre compte que il y en aura de moins en moins. Il y aura de moins en moins, donc il va falloir trouver de nouveaux modèles de réussite et ça c'est plutôt cool. Mais tu vois, si on prend le développement personnel, la plupart des mecs qui parlent de développement personnel, ils ont ou qui sont coachs, tu vois, ils ont monté une boîte, la boîte elle a échoué ou ils l'ont vendue, etc. Ils se transforment en coach. Et en fait, ils s'y connaissent pas tant que ça en coaching. Ils sont plutôt, disons, des mentors. Et ils ont en gros, ce que j'essaie de te dire, c'est quoi? C'est que il faut être capable de discerner quand on est à l'extérieur le vrai du faux. Et pour ça, il faut faire preuve d'esprit critique. Et je trouve que c'est ce qui manque globalement quand tu regardes les réseaux, tu vois, ceux qui sont suivis, ceux qui sont influents dans leur domaine. Je trouve que ça manque pas mal d'esprit critique et qu'à partir du moment où tu as compris les codes du copywriting, que tu sais raconter une histoire, bon bah là ça crée des choses. Et après c'est comme ça que finalement ils arrivent à réaliser quelque chose en partant de quelque chose de faux, tu vois. Perso c'est pas mon mode de fonctionnement. Moi je préfère dire ce que je fais et faire ce que je dis, tu vois, même si parfois c'est pas beau, parce que bah la réalité elle est jamais aussi parfaite, hein. Monter une boîte c'est compliqué, être papa c'est compliqué, alors je suis pas marié mais j'imagine que ça doit parfois être compliqué. Enfin je suis pas arrivé jusque là donc c'est que ça l'a été. Quand on te fait croire que tout est facile, que travailler dur c'est facile, que tous les matins méditer c'est facile, qu'être un sportif d'être sportif machin c'est facile. Puis moi j'aime bien aussi exercer mon discernement dans le sens où parfois on juge notre arrière-boutique avec la face publique d'un autre. C'est-à-dire que l'autre, il va donner son image, son discours de com, et je vais le comparer avec ma réalité, mais s'il faut, en fait, il est en train de vivre exactement la même chose. Ça, c'est un truc qui m'a... Je pense que j'ai appris très jeune. Moi, j'ai un père pasteur protestant, et j'ai grandi en entendant mon père débriefer ses rendez-vous de conseils. C'était un genre de thérapeute, tu vois, un pasteur ou un prêtre, c'est la confession, les gens viennent raconter leur vie. Donc moi j'entendais les discussions de ouais un tel, elle s'est encore fait battre par lui, nanana. Et puis après le dimanche, je les voyais tous souriants, tout allait bien, tu vois. Et j'ai vraiment vite compris qu'il y avait un recto et un verso dans chacun d'entre nous. Puis après tu le vois aussi dans le monde de l'entreprise, quand tu commences à fréquenter des anciens qui ont 40 ans d'entreprise, qui ont fait des millions, des centaines de millions, et qui te racontent que même à 55 ans, ils se sont fait arnaquer de 10 millions parce qu'il y a eu une négo qui s'est mal passée et qu'en fait ils sont en train de trembler parce qu'il y a tout qui peut s'effondrer. Tu te rends compte que le succès est jamais stable en fait. Que en fait tu vas tout perdre, tout gagner, être au sommet. Et puis tu vois, c'est constamment comme ça. Et après, tu parles de succès, mais je pense que la 90% des gens n'ont pas défini précisément ce qu'ils entendent derrière le mot succès. Ouais, c'est vrai. Tu vois, toi, tu le définirais comment? Bah moi, j'ai travaillé beaucoup sur la question. Ok. J'ai lu un livre hyper intéressant qui s'appelle Seven Habits, les 7 habitudes. Et tu sais dans lequel je sais pas si tu l'as lu. C'est Covray, non? Ouais, c'est ça. Dans lequel il explique que, en gros, pour gérer son temps, il faut définir des missions de vie. Ok.
Ça, c'est son concept. Moi, j'ai essayé d'aller un peu plus loin en essayant de définir les termes de la mission. Tu vois, comme Ok. un bon ancien militaire, quand tu as une mission, tu as des termes de mission. Ouais. Et après, tu as des actes réflexes et élémentaires, si on Ok. va jusqu'au bout. Et donc, moi, j'ai défini mes missions, en gros, Mhm. pour savoir comment je vais utiliser mon temps dans mes Mhm. semaines. Et, euh, et définir, ou essayer de définir ce qui fera que je sais que j'ai réussi ma mission. Ok. Donc, j'ai une de mes missions, c'est d'être le père de mon fils. Mhm. C'est ma mission principale. Et donc, pour savoir si je réussis ma mission, je me suis défini un objectif. Et mon Ok. objectif, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour que quand mon fils sera un homme, Ouais. il soit bien avec lui-même, Ouais. il soit bien avec les autres et il soit bien avec ses parents. Ok. Tu vois. Et je pense que si j'arrive à mon niveau, à mon échelle, avec tout ce que je suis, à faire en sorte que mon fils ait ça, ben, je pense que j'aurais réussi Hmm. cette mission de père de mon fils. Et c'est quoi, du coup, les missions? Comment tu as décomposé ça? Parce que Alors, là, ce que tu dis, ça me touche vraiment parce que c'est exactement depuis 3 4 jours une réflexion où moi, c'est mission numéro un. Mais je pense que c'est devenu presque une obsession, une peur. Et dernièrement, j'ai discuté avec un ami, et puis je lui disais, ouais, j'ai l'impression que je fais pas assez et tout. Puis il me dit, mais t'es complètement dingue. De tous les copains, t'es celui qui passe le plus le temps avec tes enfants, au taquet sur plein de trucs, et t'as encore l'impression de pas faire assez. Et du coup, j'ai l'impression d'être dans une mission comme quelqu'un qui veut gagner de l'argent, mais il s'est jamais dit combien et pourquoi. hum, Et du coup, je veux toujours plus, mais c'est jamais assez. Du coup, ça devient presque une peur, tu vois. hum, hum. Donc ça m'intéresse énormément de savoir comment tu as défini ça. Bah, déjà, je suis parti de la base, c'est-à-dire de quoi un enfant a besoin. Tu vois. Ok. Et en vrai, et comme c'est toujours très simple de faire compliqué et que c'est Ouais. compliqué de faire simple, Ouais. j'essaie de chercher le plus simple possible. Tu vois. Ok. Et bien sûr, à l'aide de mes compétences Ok. et de mes connaissances. Ouais. Donc je me dis, un enfant, ça a besoin de deux choses, Ouais. de la part de ses parents en tout cas, ça a besoin de sécurité Mhm. et ça a besoin d'amour inconditionnel. Ok. Si j'arrive à lui fournir de la sécurité et un amour inconditionnel, j'ai fait mon taf. Tout le reste, Ok. ça dépend pas de moi. Ok. Parce que je suis imparfait, je peux être trop strict, ou je peux être trop laxiste, ou je peux être trop ci, ou pas assez Mhm. ça, machin, mais ça, j'ai pas de pouvoir là-dessus. Tu vois. Ok. Et en tout cas, j'ai décidé de faire le deuil de la perfection sur ces sujets. Ok. En revanche, là où je m'impose un niveau extrême de rigueur, Mhm. c'est sur la sécurité. Ok. C'est-à-dire, comment tu matérialises ça? Et ben, j'en parlais il y a pas longtemps en plus Ouais. de ce sujet sur la sécurité d'un enfant. Euh, un truc tout bête, c'est ce qu'il va regarder à la télé et la façon avec laquelle il va consommer les écrans, Mhm. etc. Parce que d'une certaine manière, tu peux pas le priver Mhm. de ça parce que sinon tu vas l'exclure Ouais. socialement à l'école, etc. Donc il faut qu'il puisse Mhm. avoir des sujets de conversation à l'école. Ouais. Mais il faut être hyper vigilant à ce qu'il va regarder, Mhm. etc. Tu vois. Donc j'ai fait plein d'erreurs. Mhm. Tu vois, genre lui faire regarder Star Wars à 5 ans, c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Ouais. Mais le fait d'avoir pris conscience que bah, il y a des trucs qu'il faut regarder et pas regarder, bah, Mhm. ça me permet de le mettre en sécurité sur ces sujets. Et puis Ok. toujours de pouvoir en parler. Ensuite, la sécurité, c'est de lui mettre un cadre. Ouais. Lui donner un cadre plutôt que de lui mettre un cadre. Lui donner Mhm. un cadre. Le cadre, c'est que euh, moi, dans mon agenda, je fais en sorte d'avoir. J'ai découpé en fait mon agenda parmi les missions de Mhm. vie que je me suis imposées. Et quand j'ai la mission Papa de Léon, quand c'est le moment Papa de Léon, je fais que ça. Ok. Donc Je- c'est une je- sécurité de mon père me donne de l'attention. c'est ça. Et je suis avec lui, je m'occupe de lui, je réponds à ses questions. Mhm. Et j'essaye dans la mesure du possible, parce que, encore une fois, la perfection n'existe pas, j'essaie de lui donner du sens dans les Mhm. choses qui lui arrivent dans la vie. Tu vois, on s'est Mhm. séparé avec sa maman Mhm. quand il était presque bébé. Des fois, je suis pas là, des fois, je suis en colère. Parce que Mhm. quand tu es entrepreneur, c'est les montagnes russes Mhm. émotionnelles. Puis tu as un petit bonhomme qui a 5 ans et demi, qui a besoin d'attention. Et toi, tu es en train Mhm. de te séparer de ton associé, tu plus Mhm. de cash, tu as un mec de l'équipe qui te pète les couilles, Ouais. tu as un client qui te paye pas. Ouais. Tu vois, et il faut que tu sois au top à ce moment-là. Mais en fait, c'est pas possible. Mais il Mhm. faut lui expliquer quoi. Et Mhm. donc, c'est ce que j'essaye de faire. En Mhm. lui disant, écoute Léon, là je suis en colère, Mhm. je suis frustré, ou je sais pas, Mhm. j'essaie de trouver l'émotion qui correspond, ou je suis triste. Ça n'a rien à voir avec Mhm. toi. Et donc là, j'ai besoin juste que tu prennes un livre, que tu lises, que tu Mhm. joues et que moi je puisse évacuer de mon côté. Donc, c'est-à-dire que le moment dans ton agenda, je sais pas, 16h, 17h, c'était le moment avec ton fils, 17h, 20h, ouais. 17h, 20h, et là, tu n'as pas d'espace,
tu lui dis, bon, ben, ce soir, on va pas faire un jeu. Ouais. Donc, tu es prêt à switcher ce moment, mais à donner du sens. Exactement. D'accord. Ouais. Donc, toi, la sécurité, c'est déjà de faire en sorte qu'il sait qu'il a des moments avec toi, de lui donner du sens aux événements, le protéger du monde extérieur. Alors, pas le. Mais dans le bon sens du terme, Ouais. c'est-à-dire lui donner les codes et qu'il soit exposé au bon moment. Il y a un truc que j'avais lu sur l'éducation, Ouais. alors je sais plus dans quel livre c'était, qui disait que en fait, entre guillemets, le rôle d'un parent, c'est d'aider son enfant à être accepté par les adultes. Ça, c'est Jordan Peterson, je crois, qui dit ça. Ah, ça doit être lui, peut-être ouais, dans 12 règles pour une vie, Ouais. exactement. C'est fais pas ton enfant enfin, comment dire, Exact, ouais. un monstre, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'il faut qu'il soit accepté socialement, Ouais. mais il faut aussi faire en sorte que le monde accepte les limites de ton enfant. Ouais. Donc tu vois, un truc tout con sur la sécurité de mon fils, c'est je le forcerai jamais à embrasser quelqu'un Mhm. ou et je force jamais d'ailleurs un enfant, tu vois, fais-moi un bisou ou fais-lui un bisou, fais-lui un câlin. Et ça c'est la sécurité physique de mon fils. Voilà, c'est. Ok. Et est-ce qu'il y a une dimension dans la sécurité pour toi aussi financière, matérielle, ou ça intègre pas Bah, disons que, évidemment, j'essaie de faire en sorte qu'il mange à tous les repas. Ouais. Mais oui, j'essaie d'avoir cette. Mais ça, c'est quelque chose que tu peux pas contrôler. Tu vois, j'ai Parce que aucun. dans le mot sécurité, moi j'entendais ça, mais intéressant, ouais. Ah oui, bah tu vois, c'est marrant. Non, la sécurité, c'est vraiment sécurité émotionnelle. Ok. Qui sache que, en fait, je suis un être humain, Ouais. hyper faillible, peut-être plus Mhm. faillible que la moyenne, que j'ai tout un tas d'émotions qui me traversent du Mhm. matin au soir. Et en fait, il n'est pas responsable de ça. Mhm. Et si jamais il l'est, ben, il va le savoir. Mhm. Tu vois, autant qu'un petit garçon de 5 ans peut être responsable de quelque chose, tu vois. D'ailleurs, ça m'emmène à un exemple de ce week-end où ça m'a. J'ai comme tu sais, tu as des moments, tu as des situations, tu as l'impression qu'elles sont révélatrices d'un truc beaucoup plus profond. Ah oui. Et ce week-end, en gros, les enfants, ils avaient scout. C'était une journée censée être avec les parents. On n'avait pas envie d'y aller avec les petites, c'était compliqué tout ça. Et puis, nous, on voulait aller à l'église avant, mais eux, au scout, ils ont aussi un temps avec une messe. Gros bordel de planning, tu vois. Puis Hélène, elle me prévient, tout ça. Puis je décide on va aller à l'église le matin. Ensuite, je les emmène au scout. On reste un peu. Et puis nous, après, on rentre. Et en gros, là, ils se mettent à être pas contents. Putain, on va aller 2 fois à l'église, on en a marre. Et nanana. Je peux les comprendre, c'est pas forcément le truc parfois le plus fun. Et moi, en fait, émotionnellement, déjà, j'avais pas envie ni d'aller à l'église, ni d'aller au scout, ni de quoi faire, tu vois. Donc déjà, moi, j'avais pas envie. Je m'étais dit, c'est le meilleur truc pour eux. Il y en a un qui part dans sa chambre, l'autre qui fait la gueule, là, il reste bien à côté de moi. Et puis là, en gros, l'autre redescend, et là, je les culpabilise. Tu vois, je dis, bon voilà, là, la journée, elle est pétée, vous êtes bien content là, tu vois, et quand vous réagissez comme ça me fout en colère, sachant qu'en plus, j'ai essayé de le faire pour vous, tu vois. Là, ils sont encore plus dingues, mais non, papa, il y en a un qui réagit, mais non, papa, c'est bon, on va le faire et tout, l'autre qui repart dans sa chambre. Et puis ensuite, après, genre, je sais pas, j'ai un moment de flash et je me dis, mais en fait, qu'est-ce que tu viens de faire? À la fois, c'est important de montrer à l'enfant l'impact qu'il peut avoir sur moi, mais en même temps, en fait, j'aurais juste dû foncer sur mon truc et dire ça, c'était la meilleure chose à faire. Et du coup, on a un gros débat avec ma femme où on a eu deux modèles. Moi, j'ai des parents qui m'ont constamment dit, en fait, mes réactions ont un impact sur eux. Et à l'inverse, ma femme, elle a un modèle où peu importe ses émotions, ça n'avait aucun impact. Le père, il fonçait, il faisait son programme, et la mère, elle écoutait, mais ça n'allait pas plus. Et du coup, ça a révélé plein de choses. Et du coup, se retrouve avec ça, on ne sait pas quoi en faire. Est-ce que on s'en fout, les émotions, et il ne faut pas que je leur montre l'impact ou pas? Je veux bien avoir ton retour. Du coup, tu as débattu de ça avec ta femme Ouais, et pas avec tes enfants. non. Alors vas-y, développe. Bah moi, j'aurais posé la question à. J'aurais fait comme, encore une fois, comme à l'armée. J'aurais repris tout ce petit monde et j'aurais expliqué la situation et je leur aurais demandé à chacun leur avis, tu vois. Mais tu penses qu'ils Qu'est-ce ont que. un suffisamment de retour pour savoir vers où ça va? Parce que pour moi, derrière, il y a une conséquence sur le genre d'adulte qu'on devient. Moi, ce mode d'éducation a fait de moi quelqu'un qui ne montre pas mes émotions et qui est capable, qui comprend que exprimer mes émotions, ça peut avoir un impact sur les autres. Donc, je suis très dans la retenue de mes émotions. Je suis capable d'avaler beaucoup de merde et ça a fait de moi ce que je suis. À la fois, il y a des grandes forces et des grandes faiblesses. À l'inverse, ma femme a été dans un modèle où elle peut exprimer ses émotions. Et si dans tous les cas, le monde, il avance, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. Et on ne sait pas, tu vois, quel est le meilleur modèle.
Et je pense pas que eux, ils ont la capacité de me faire ce débrief. Après, ils peuvent me dire ce que eux ont ressenti, mais je sais pas si c'est ça qui est important, ce qu'ils ont ressenti. Ce qui est important, c'est vers où je vais aller. Bah, reconnaître alors, c'est mon point de vue, hein, Ouais, ouais. mais le fait de pouvoir reconnaître que ce que son enfant ressent et qu'il ressent quelque chose, je pense que c'est hyper important. Et justement, tu vois, par exemple, et je donne pas de leçons, hein, Ouais, vraiment, ouais. c'est chacun son, mais c'est comme tu me demandes mon avis, Bah ouais, ouais. bah, moi j'essaye de, tu vois, avec mon fils, d'essayer de comprendre ce qu'il ressent. Et tu vois, je vais te donner un exemple hyper concret. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un livre qui s'appelle Le conte chaud et doux des chauds doudous? Ouais. Ouais. Donc c'est un livre qui, donc je vais juste résumer, Ouais. qui explique aux enfants les strokes. Donc les strokes, il y a des strokes positifs et des strokes négatifs. C'est en gros les signes d'affection, les signes d'amour qu'on reçoit de Mhm. l'âge, enfin de bébé à adulte, et que on a besoin de strokes positifs, et quand on n'a pas de stroke positif, on va quand même aller chercher des strokes, et ces strokes-là seront négatifs. Mhm. Donc par exemple, un enfant qui fait des conneries, c'est probablement un enfant qui n'a pas de stroke positif. Mhm. Donc il va chercher d'une manière ou d'une autre à avoir des strokes, donc il va faire des conneries, et là il va avoir de l'attention d'une mauvaise manière. Et donc on a beaucoup lu ce livre avec mon fils, Mhm. et j'ai essayé de lui expliquer ce que c'était qu'une relation. Ouais. Donc c'est pas simple, hein, il a 6 ans, enfin il a presque 6 ans, comprendre ce que c'est qu'une relation. Donc j'ai pris une carafe d'eau, et je lui dis, ok Léon, tu vois, ça, c'est nous deux, Mhm. c'est de la carafe d'eau. Je dis, quand tu me fais un câlin, quand tu me fais un bisou, quand tu me dis que tu m'aimes, ou quand on Mhm. joue ensemble, ben, dans la carafe, tu mets des chauds doudous, donc des strokes positifs. Mhm. Moi, quand je fais des choses que tu aimes bien, je joue avec toi, je te fais un bisou, je te fais un Mhm. câlin, hop, je mets des chauds doudous dans la carafe d'eau. Mhm. Et donc, du coup, bah, qu'est-ce qu'il y a dans la carafe d'eau? Bah, il n'y a que des choses positives, et donc, du coup, bah, on a envie de boire ce qu'il y a dans cette carafe. Mhm. Et, super. Par contre, si je me mets en colère, si tu te mets en colère, ou si tu me parles pas bien, ou si machin, Mhm. bah forcément l'eau qu'on va boire elle va être moins bonne. Alors, c'était le début de la Mhm. conversation. Et donc on continue à échanger sur nos émotions, machin, Mhm. etc. Et je lui demandais euh, si parfois il ressentait de la tristesse ou des émotions négatives. Tu vois, bon, je ne vais pas demander ça comme Mhm. ça. Et il me disait, il m'a répondu que parfois il est triste. Mhm. Je dis, ah, parfois tu es triste. Et qu'est-ce qui te rend le plus triste, par exemple? Mhm. Et ben, je te promets que sa réponse c'était, moi ce qui me rend le plus triste, papa, c'est quand je vois que toi tu es triste. Mhm. Donc il a de l'empathie, quoi. Ouais. Waouh. Mais au-delà d'avoir de l'empathie, il a la capacité à identifier ce qu'il ressent. Mhm. Tu vois. Ouais. Et notre génération, Mhm. et encore plus la génération d'hommes Mhm. d'avant, c'est des générations. Et j'ai été militaire, donc Mhm. les émotions, c'est un truc dont on Ouais. parle pas, tu vois. C'est un truc qu'on ne nous a pas appris à identifier. En tout Mhm. cas, moi, je sais que c'est mon travail de personnel de Mhm. comprendre quelle émotion je ressens à quel moment, tu vois. Mhm. Et que la plupart des gens avec lesquels je parle, ils sont incapables de dire précisément quel est le type d'émotion qu'ils ont ressenti à tel ou tel moment. Mhm. Entre la colère, la tristesse, la frustration, Mhm. même si d'ailleurs si on devait regarder le vocabulaire qu'ont les gens sur les émotions, on est Mhm. très vite très limité, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, il existe je sais pas combien de mots pour Ah ouais. définir des émotions, tu vois. Waouh. Moi, je pense que pour reprendre l'exemple et ce que tu dis, je suis hyper sensible aux émotions de mes enfants. Donc, il y a des moments où j'ai eu moi, une éducation assez stricte. Donc, je suis quand même capable de garder le cap et tout ça. Mais c'est une vraie question de me dire à quel point c'est les émotions de mes enfants et leurs réactions qui vont driver mes décisions. Ou à quel point, par rapport à ce que tu revenais sur des questions de sécurité, quand je dis aux enfants, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'écran, c'est bon pour eux. Hum, Ils ont beau pleurer, crier, ok, tu as une émotion, mais c'est comme ça. hum, Et je trouve que cette difficulté, moi je l'ai extrapolé, parce que là, cette situation, elle m'a parlé par rapport à mes enfants, mais je pense que c'est plus généralement dans ma vie, dans l'entreprise, à quel point je me laisse influencer par l'émotion de l'autre. hum, Parce que justement, et à quel point moi j'exprime mes émotions. Parce qu'en fait, quand tu as un modèle, là ton fils est en train de te dire, en gros, ton bonheur impacte mon bonheur. hum, Donc d'une certaine manière, c'est trop mignon. hum. Et en même temps, ça fout une putain de pression. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça m'a pas mis la pression, hein. Non? Non, parce que au contraire, je suis content qu'ils voient que je suis capable de ressentir des émotions comme la tristesse ou comme Hmm. et que je les accepte, tu vois, parce que euh, encore une fois, dans la façon avec laquelle notre génération d'hommes a été éduquée, Mhm. on a été éduqués pour être des hommes forts.
Ouais. dans le sens où il faut pas qu'on pleure, il faut qu'on soit fort. Enfin, et encore une fois, j'ai été à l'armée, j'ai été militaire, chef de groupe de combat pendant 7 ans, tu vois. Et moi, je suis fier de voir que mon fils, il comprend que moi aussi, j'ai des vulnérabilités, tu vois. Ça évite moi, ce que j'ai pas envie, c'est qu'il me mette sur un piédestal Ok. et qu'il pense que jamais il pourra devenir ce que je suis, tu vois ce que je veux dire? Ou Ouais. Donc toi, c'est le fait de lui montrer que la marche, elle est atteignable. est largement dépassable, Ouais. tu vois. Mais toi, t'as pas eu ça avec tes parents, mais ça t'a pas empêché d'accomplir ce que tu avais à accomplir. Mais moi, j'ai eu un modèle encore très très différent. Ok. Donc c'est aussi pour ça que je me suis posé toutes ces questions sur l'éducation, sur ce que j'ai envie d'apporter à mon fils. Tu vois, moi, j'ai pas eu de père. Ok. J'ai eu une mère hyper dysfonctionnelle. Ok. Et donc, quand tu te construis presque, enfin, pas tout seul, mais sans. Je vais te donner je vais te donner un exemple très concret et très parlant de ce que peuvent être des parents par rapport à un enfant. Tu vois. Imagine que dans chacune de mes mains, j'ai un miroir. Ouais. Et que je suis un bébé ou un enfant, tu vois. Quand je me regarde dans ces miroirs, si ces miroirs sont tournés vers moi et qu'ils sont en bon état, Ouais. bah, le reflet que je vais avoir dans ces miroirs va être conforme à la réalité. Ouais. D'accord? Donc je vais me construire conformément à ce que je suis. D'accord? Maintenant, imagine qu'il y a un de ces miroirs qui est tourné vers l'extérieur ou vers l'intérieur et qui n'est pas tourné vers moi. Ben, je vais avoir qu'une seule partie de moi qui va se refléter dans ces miroirs. Mais si le miroir est tourné, donc pour comprendre ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a un amour conditionnel. Bah, si le miroir est tourné, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, en tant qu'enfant, de manière inconsciente, je vais me contorsionner de manière à pouvoir essayer de me voir dans ce miroir. Ouais. C'est ça l'amour conditionnel. Maintenant, imagine que ces miroirs sont brisés parce qu'ils ont eu des parcours de vie qui ont fait que ce sont des gens brisés, et c'est presque tout le monde sur Terre. Bah, forcément, la façon avec laquelle je vais me regarder dans ces miroirs ne va pas être conforme à ce que je suis vraiment. Donc je vais me construire en ayant une idée de ce que je suis qui est faussée juste par le fait que ces miroirs-là ne me regardent pas correctement. Tu vois. Et donc, si on prend cet exemple-là sur moi, bah, en fait, moi j'ai grandi avec un seul miroir qui était complètement pété, quoi. complètement pété. Wow. Tu vois. Donc tu as fait comment alors pour toi? Quel était ton chemin pour de retrouver la bonne image? Puis ensuite, après, dire, ok, qu'est-ce que moi je veux transmettre? Bah, alors le chemin, c'est un chemin, je pense, pour la vie. Ouais. Mais la chance que j'ai eue, je pense, c'est justement de. Alors c'est peut-être paradoxal, mais de ne pas avoir eu de. En fait, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, avoir des parents, c'est un fardeau. Ok. C'est un fardeau parce qu'ils sont tournés, dysfonctionnels, machin, etc. Donc moi, ce que je voulais par rapport à mon fils, c'était qu'il considère qu'il a une chance d'avoir un père. Et avoir la chance d'avoir un père, c'est-à-dire savoir qu'il est faillible, savoir qu'il est vulnérable, savoir que c'est pas un Dieu tout-puissant, savoir que parfois il pleure, savoir que parfois il prend des décisions de merde, que parfois il a... Enfin, tu vois, tout ça. Et surtout de rien attendre de lui. Ok. Tu vois, moi, j'attends rien de mon fils. La seule chose que j'attends de moi vis-à-vis de lui, c'est ce que je t'ai dit, c'est mon objectif de mission, c'est qu'il soit bien avec lui-même, avec les autres et avec ses parents. Ok. Et le reste, ça me regarde pas, entre guillemets, tu vois. Ce qu'il fera dans la vie, comment il va le faire, où il va le faire, ce qu'il veut devenir, s'il veut être sportif, pas sportif, machin. Après, je lui donne une éducation, bien sûr, mais tu vois, je me suis délesté, en fait, de cette responsabilité, tu vois. Moi, j'ai une responsabilité vis-à-vis de lui, c'est qu'il soit bien avec lui-même, avec les autres et avec ses parents. Et est-ce que ce que tu as expérimenté à l'armée, où tu as été sur le terrain, au combat, j'imagine qu'on fait de vous des hommes forts, solides. En tout cas, c'est l'ambition. On va révéler ça, en tout cas. Ouais. Est-ce que ça, il y a des choses que tu as appris, que tu as envie de transmettre en tant que père, et des choses où au contraire tu sors de là parce que tu vois qu'en fait elles te servent aussi dans ta vie de tous les jours, et certains où tu te dis en fait ok, en temps de guerre je comprends l'utilité, mais dans la vie de tous les jours parce que tu vois, pour revenir à notre moi c'est une question que j'ai profondément à la citation du début. Moi j'ai un père, il m'a aimé, il a fait ce qu'il avait à faire, mais il a été dur avec moi. Et aujourd'hui, qui je suis content. Il y a plein de choses. Le miroir a été pété,
Mais en fait, dans les faits, j'ai une vie stable, des enfants, monter une entreprise, j'ai des amis. Alors, tout n'est pas parfait, mais ça n'existe pas. Non. Et aujourd'hui, on a beaucoup de modèles de bienveillance autour de l'émotion. On dit que ça, c'est important et tout ça. Et il y a une part de moi où j'adhère, et une part de moi, mais on ne sait pas quel genre d'homme ça va créer ou de femme. Et du coup, il y a une vraie question de se dire, mais en fait, en fin de compte, est-ce que ça ne va pas créer, justement, comme on a un temps facile, des hommes faibles, émotionnels, où en fait l'émotion a tellement de place qu'en fin de compte, ben, sur le combat, ils vont aller se cacher, que ce soit un combat physique ou un combat, tu vois. Et moi, tu vois, j'ai grandi dans les lycées, collèges très chauds. En fait, ben ouais, c'était pas cool. Mais en même temps, j'ai vu après, quand je suis allé au lycée, dans des endroits très tendus et tout, ça m'a donné une grosse confiance. Donc, ok, l'éducation était difficile, ça a amené, mais en même temps, ça a amené une force intérieure. Et moi, je me questionne beaucoup là-dessus, tu vois, même sur ces questions d'équilibre, en fait, dire je vais être très présent, mais en même temps, en fait, être très présent, c'est travailler moins, et donc en gros, moins gagner. Quel modèle je transmets, tu vois. C'est un long truc. Moi, ce qui me vient en premier, c'est la notion de ressources. Ouais. Ce que l'armée te donne, c'est la capacité d'accéder à tes propres ressources. Ok. Psychologiques, morales, physiques. Tu sais exactement où tu en es avec tout ça quand tu es dans l'armée. Parce qu'on va... Enfin, tu sais pas, tu sais exactement, tu as une très bonne idée de ce que tu es capable d'endurer ou sur tous ces points, sur tous ces points-là. Si on en revient à l'éducation, j'essaye d'apporter à mon fils cette capacité d'aller trouver ses ressources. Tu vois, d'aller trouver ses ressources alors, à son âge, à son niveau, etc. Et c'est d'ailleurs un truc que j'explore d'un point de vue entrepreneurial aujourd'hui. Comment donner accès à des CEO ou à des managers la capacité d'accéder à leurs ressources. Parce que la plupart d'entre eux, même si ce sont des gens qui vont... souvent, les CEO de boîte sont des mecs sont des individus, hommes ou femmes, qui sont à la recherche de performance intellectuelle, physique, économique, etc. Mais ils n'utilisent pas la totalité de leurs ressources pour le faire. C'est-à-dire qu'ils vont cramer une grosse partie de ce qu'ils sont. Donc, mine de rien, ils s'endettent sur l'avenir, d'un point de vue santé, etc. Et je pense que si on avait une meilleure connaissance de soi, on serait capable d'être et de durer. Donc ça, c'est le regard que tu portes ayant été sur le terrain, tu es revenu dans le monde comment dire, réel, civil, tu t'es formé au coaching, accompagnement, et ensuite après tu as bossé, puis après tu as monté ton entreprise, donc Serenity. Ouais, quel regard tu portes aujourd'hui sur... donc là, tu me dis qu'il y a cette incapacité à connaître ses limites, mais je serais intéressé d'avoir ton regard plus large sur... je sais pas si le mot dysfonctionnement, mais peut-être des points qui manquent dans la vibe d'entrepreneuriat dans laquelle on est aujourd'hui. Je pense qu'il y a un truc... alors, au-delà de la vibe entrepreneuriale, je vais aller un peu plus loin sur cette question. J'ai écrit d'ailleurs un truc sur le sujet, c'est sur la notion de la responsabilité. Je pense que si on veut que notre société aille mieux, alors je dis pas qu'elle va mal, mais dans ça a toujours été comme ça, on veut toujours que ça aille mieux que ce que c'est. Il faudrait remettre un peu au centre la notion de responsabilité, à la fois individuelle, collective, entrepreneuriale, sociale, sociétale, politique. Je vais te donner un exemple très concret sur la notion de responsabilité. Il y a peu de temps, j'ai rencontré une Ukrainienne donc, qui a immigré à cause de la guerre dans son pays. Et j'ai été hyper étonné. Donc on a creusé, je suis curieux, donc je me suis posé plein de questions sur son parcours d'immigré entre la ville dont elle vient, Dniepro, là, et jusqu'à un tout petit village paumé en Corrèze. Voilà, je me suis demandé comment c'était arrivé. Et je me suis demandé pourquoi quelqu'un qui était manager dans une banque, dans une ville, dans une grande ville ukrainienne, se retrouve à faire du babysitting, c'est comme ça que je l'ai rencontré, à faire du babysitting dans un petit village de Corrèze. Et en fait, tu vois que tout le processus d'immigration, il est catastrophique. Moi, si j'émigre dans un pays avec un processus comme celui-ci, je ne peux que ne pas aimer ce pays.
Ok. C'est simple, en Ok. fait. Donc, on se dit, si on prend un problème social ou sociétal qui pourrait être celui de l'immigration en France, Ouais. personne ne se pose la question de qui est responsable de ce problème. Hmm. Mais le problème, c'est nous. Ok. Le problème, c'est la façon avec laquelle on a créé un process d'immigration en France qui donne absolument pas envie d'aimer ce pays. Hmm. Alors peut-être qu'il n'y a rien à aimer dans ce pays, j'en sais rien. Mhm. Mais en tout cas, le process fait Mhm. que ça donne pas envie de l'aimer. Et ça donne pas envie d'y donner quelque chose, d'y donner de soi, Hmm. etc. Et ce qui fait que ça crée derrière des dysfonctionnements, ça crée Hmm. des problèmes, ça crée des clivages, ça crée des tensions. Alors que Hmm. s'il y avait un Gus qui était considéré comme responsable du process d'immigration Hmm. ou des process d'acculturation des immigrés en France, Mhm. le problème serait un peu différent, tu vois. C'est vrai qu'il y a une vraie sensation dans plein de sujets. Alors, je sais pas si c'est le mot responsabilité, mais c'est comme si on est sur des gros sujets philosophiques et on en oublie le rationnel. On en Hmm, oublie en gros une forme de pragmatisme. c'est ça. Et dans un de tes articles que j'ai lu il y a quelques années où tu parles du turnover dans les Hmm, boîtes, d'un de tes regards quand tu es arrivé de militaire au monde de la start-up, où tu disais un militaire reste environ 6 ans. Dans les grandes boîtes, les start-up, c'est 18 mois, c'est ça que tu me disais. ouais. Et il y a un des sujets, ça va faire le lien avec ce que tu viens de dire, qui est que dans l'armée, je crois que tu as 17 semaines de formation où on va t'apprendre l'histoire, on va t'apprendre les grands héros de ton unité, on va t'apprendre plein de choses, on va te donner une forme de racine. Est-ce que tu penses que ça fait partie des choses qui nous manquent aujourd'hui? Mais alors, c'est un truc, à force de... Moi, je me considère un peu comme un chercheur sur les Ok. sujets de management, etc. Et alors, l'armée, il y a plein de trucs qui font très mal. Ok. Mais il y a un truc qui font hyper bien, c'est le processus d'intégration. Hmm. Et quand tu découpes chacune des phases du processus d'intégration d'un militaire dans l'armée de terre, après marine et c'est peut-être autre chose, je sais pas, en tout cas dans ce que je connais moi, tu as 100% de la pyramide de Maslow Ok. qui est respectée dans le parcours d'intégration d'un militaire. Ok. C'est incroyable. Je peux te prendre chaque étape de la Vas-y, pyramide, vas-y. un parcours. J'ai écrit un article sur le sujet, en vrai, tu Ok. pourras Ouais. le lire, mais pourquoi je dis ça? Je te dis un autre truc après. Donc, j'arrive, j'ai 20 ans, je commande 9 bonhommes dans l'armée. Sur les Hmm. 9 bonhommes, ils sont tous plus vieux que moi, et il y en a deux qui sont donc des caporaux-chefs, c'est-à-dire qu'à eux deux, ils cumulent mon âge en années de service. Ok. Tendu. Voilà, tendus, des vieux choufs, comme on appelle à Ouais. l'armée, qui revenaient d'Afghanistan. Donc là, c'était une mission qui a été hyper compliquée. Il y a eu beaucoup d'accrochages, des morts, machin. Ouais. Un d'eux est rentré plus tôt que prévu en France, il s'est pris une machette dans la tronche, Ok. et c'était mon adjoint. D'accord. Et donc moi, j'arrive, j'ai 20 ans, moi, ego comme ça, des couilles comme ça. J'avais envie d'être le meilleur, tu vois, Ouais. enfin normal. Et on part 3 semaines sur le terrain dans un combat en zone urbaine à Sissonne, en France, pour s'entraîner. Ouais. Et donc eux, ils reviennent, ils reviennent de 6 mois d'Afghanistan. Ok. Ok. Moi, je reviens de 9 mois d'école. Ok. Et je sais pas pourquoi, je pense que c'est moi qui vais leur apprendre la vie, tu vois. Ok. Mais ça, c'est ce que tu vois en start-up, en fait, hein. Ah ouais. C'est typiquement ce que tu vois les jeunes managers, bref. Et donc moi, je voulais faire la guerre du matin au soir, tu vois. Ouais. Limite, si on pouvait ne pas manger le midi pour aller faire les missions. Et en fait, mon adjoint, là, Ouais. ce caporal chef, Nenex, il me regarde et me dit, sergent, pas manger, pas travail. Ah bah, Ok. ok, reçu. D'accord. Pourquoi je te parle de ça? Et pourquoi on parle de la pyramide de Maslow? Parce qu'en fait, en startup, et en fait, c'est pas qu'en startup, c'est dans l'entreprise de manière générale, on va, on a oublié l'ordre des priorités. Hmm. La priorité, c'est que les employés, ils aient le temps de manger le midi, Mhm. que le soir, ils rentrent pas trop tard chez eux, et qu'ils puissent dormir la nuit, tu vois. Mhm. Et ça, c'est pyramide de Maslow niveau 1, quoi. Ok. C'est le niveau 1. Alors, on met plein d'autres trucs en place, mais tant que le niveau 1, il n'est pas respecté, le reste, il faut oublier. Mais c'est Quand je marrant parce vois, que moi j'ai l'image du militaire où on va pas le faire dormir pendant 4 jours pour que voir le pousser à bout. bien On sûr, va faire que de le pousser justement pour qu'il soit capable de le faire. mais en fait, il y a un temps pour tout. D'accord. Il y a un temps pour se pousser à fond, pour pas dormir pendant plusieurs jours, etc. Mais en fait, le cœur du métier de militaire, c'est durer.
Ok. Si tu manges pas, si tu dors pas, si tu te remets pas en condition, tu ne dures pas. Donc, un militaire, que ce soit en mission ou en entraînement, il est capable de dormir à n'importe quel moment, de faire des micro-siestes de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, de dormir dans des conditions que tu peux même pas imaginer. Et en fait, c'est normal de s'endormir au travail quand tu es militaire. D'accord. C'est normal. Si tu ne t'endors pas, c'est qu'il y a un problème. Et moi, quand j'étais jeune chef de groupe, au début, j'avais l'impression de passer pour un faible si je faisais ma sieste ou si Mhm. je prenais un peu de temps de récupération, etc. En fait, après, j'ai compris, mais en fait, c'est mon travail d'être toujours lucide. C'est mon travail d'être capable de prendre des décisions en ayant toutes mes capacités intellectuelles. Wow. Et tu vois, il n'y a pas si longtemps que ça, on a accompagné une start-up en hyper-croissance. Ils passent de 25 salariés à 100 salariés en 6 mois. Sauf que 2023 est passé par là. Et donc là, ils font le process inverse. Mhm. Et le CEO m'appelle en me disant, Julien, je pense que j'ai besoin d'être coaché là. Mhm. Ça va pas. En plus, je crois que mon board va me virer, machin. Mhm. Et je dis OK. Et on commence à parler de comment ça se passe dans sa vie, tu vois. Donc, pour refaire le schéma, sa boîte, elle est en décroissance totale. Ses investisseurs, ils le suivent plus. Il s'est séparé d'un associé, enfin machin. Voilà. Bon, là, en vrai, c'est comme beaucoup de boîtes en ce Ah moment. ouais. Et il m'explique que, donc en plus, il s'est séparé. Mhm. Le week-end, du coup, il en profite pour aller boire des coups avec ses potes, tu vois. Ok. Donc, en gros, le week-end, il se met une race, et Ouais. puis le lundi, il repart travailler. Et je dis, mais vieux, mais tu penses que c'est normal de faire ça? Je dis, là, tu es dans une période où tu as besoin de toutes tes capacités intellectuelles, en fait. Mhm. Tu as besoin d'être au maximum de tes ressources. Mhm. Donc, si un week-end sur deux, ou tous les week-ends, tu te fous en l'air, et que le lundi, tu arrives au travail, comment tu fais pour prendre des bonnes décisions? Mhm. S'il y a un moment où, au contraire, tu dois te coucher tôt, manger bien, faire du sport, Mhm. faire attention à toi, c'est maintenant. Wow. Là, ça me parle trop. Mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que quand tu es sous la pression, t'as qu'une envie, c'est de fuir la pression. Mm. Alors, je te donne un exemple. Moi, pendant des années, et ça, c'est grâce à Pierre, chez vous, qui m'a beaucoup coaché sur le sommeil. Moi, je suis du genre, j'avais pas envie de penser et j'avais pas envie de m'endormir en pensant au travail et j'avais surtout pas envie de rêver du travail. Mm. Donc, en fait, je poussais jusqu'à m'effondrer. Tu vois, je vais lire pendant 3 4 heures, je dors et après, les enfants me réveillent. Et je me dis, oh, moi, je suis bien comme ça, tu vois. Mais parce que j'ai pas envie de repenser à mes émotions. Mm. Le sommeil, c'est le moment où tu as plein de trucs qui remontent. Je déteste cette phase de, je sais pas comment on l'appelle, de pré-sommeil où en fait tu es Mm. entre deux et tu repenses à ta journée, à des trucs. Mais en fait, c'est une connerie. Mm. Parce qu'en fait, du coup, c'est là où tu processes, tu deviens meilleur. Mm. Et j'imagine que pour beaucoup, dans les moments difficiles, tu n'as qu'une envie, c'est de penser à autre chose, Ouais. de te vider la tête. Et au lieu de prendre des choses qui te permettent vraiment de te vider la tête, en fait, tu camoufles. Et c'est hyper contre-productif. Tu vois, Ouais. si on prend cet exemple-là, c'est l'exemple il va picoler tous les week-ends. Alors, peut-être pas tous les week-ends. En vrai, c'est Mhm. tous les week-ends, puisque Mhm. en fait, ça crée l'inverse de ce qu'il veut créer. Parce Mhm. il va se créer des problèmes supplémentaires en faisant ça. Et donc, en Mhm. fait, donc là, moi, je te l'ai dit, mais je dis, si tu veux qu'on bosse ensemble, la première chose que tu vas devoir arrêter de faire, c'est ça. Mhm. C'est tu vas te coucher tôt, tu vas te remettre au sport, et Mais c'est marrant parce que ça, je me souviens d'une discussion justement avec un manager, quand il est commencé à devenir manager. C'est un sujet que j'ai abordé, alors pas sur moi je suis très mauvais sur le côté discipline physique, Mhm. c'est mon gros cap sur les prochaines années, mais plutôt relationnel. Moi j'ai été très connecté, faire plein d'activités, tout ça, puis plus les responsabilités ont monté, plus j'ai réduit mes engagements partout. Et je lui disais, moi je suis presque arrivé à un moment où mes week-ends, je fais rien, je suis à la maison, et ma vie est devenue chiante, tu vois. Mais Mhm. en même temps, j'ai décidé que j'ai deux priorités qui sont ma famille et l'entreprise. Je lui dis, tu vas voir, quand tu vas prendre les responsabilités, exactement, les mines, les sorties, tu vas arriver le lundi, tu seras encore plus mort. Je dis, mais en même temps, c'est hyper dur parce que tu renonces à une part Mhm. de joie. Je dis, bah, c'est une décision. Et je trouve, là, dans l'exemple que tu donnes, ça en vient à être un entrepreneur, et d'autant plus quand on est papa, c'est accepter d'avoir presque une vie de sportif, quoi. Mais c'est pas presque, c'est C'est... une vie de sportif. On est des sportifs de haut niveau Mhm. euh, parce qu'on doit durer. Mhm.
on doit durer. Les coups d'éclat qui durent 6 mois, c'est très bien. Il y en a plein, hein. Tu vas sur LinkedIn, LinkedIn, c'est le cimetière des, des CEO influenceurs, hein. Il y en a, je sais pas combien. Alors, pendant 6 mois, ils sont partout. Et puis après, on n'entend plus jamais parler d'eux on n'entend plus jamais parler d'eux. Ouais. Alors qu'en fait, il faut 10 ans pour monter une vraie boîte. Il faut 10 ans. Alors, c'est sûr qu'avec la façon, la façon dont fonctionne l'écosystème startup depuis 20 ans, c'est un petit peu différent, mais on voit bien qu'il y a quand même un pattern de succès des boîtes qui est le même. C'est des boîtes qui sont construites pour durer dans le temps, en tout cas avec une vision à long terme, et on est obligé d'être au maximum, nous, je pense, en tant que CEO, en tant que fondateur de boîte, d'être au maximum de nos capacités cognitives et physiques tout le temps, quoi. Mais ça en vient vraiment à aussi ce qu'on disait au début, c'est définir son succès. Moi, je pense qu'à un moment aussi, j'avais entendu, c'était Tony Robbins dans un de ses séminaires qui disait un des moments où l'entrepreneur est le plus en danger, c'est quand il a atteint un objectif, parce qu'il n'a plus d'objectif qui le fait suffisamment rêver, qui va le pousser à prendre des décisions difficiles. Je discutais avec un coach, il me disait par exemple, un sportif de haut niveau, ne pas faire la fête, bien manger, c'est pas un sacrifice, parce qu'il veut gagner la coupe. Donc en fait, il le voit pas comme quelque chose de négatif, au contraire. Et je pense que, en tout cas pour ma part, la difficulté à des moments, c'est quand j'ai plus cette destination qui m'enthousiasme tellement que je suis prêt à pas faire la sortie, à bien manger, à bien dormir. Et parfois, moi, j'ai eu des phases, ça fait maintenant 16 ans que je suis entrepreneur, j'ai eu des phases pendant 2 ans où il y a une forme de laisser-aller. J'ai du mal parce que j'arrive plus, j'ai atteint mon objectif, on a atteint ça. Et après, je zone un peu, tu vois, j'entretiens le truc parce que j'ai rien qui me motive suffisamment pour faire des efforts. Ah. Et moi, c'est un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que dans ces moments-là, mon gros défi, il doit être de revenir à la source, c'est reprendre soin de moi pour faire réémerger des nouveaux rêves, des nouveaux objectifs qui vont ensuite me remettre en mouvement et me redonner de la discipline. Et du coup, ça me... Déjà, entreprendre depuis 16 ans, c'est quelque chose. Ouais. Déjà. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est un... Bon, après, peut-être que le plus dur, c'est les 5 premières années, j'en sais rien. Peut-être que, je sais pas d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est plus dur au début ou Non, parce que moi, j'avais aucune responsabilité. J'ai commencé à 20 ans. J'aime bien rigoler de ça. J'étais associé avec Thomas, on a fait nos études ensemble, on était en coloc. Avec 1000 balles à deux, on vivait, tu vois. Notre vie, nous, on n'a jamais été des gros fêtards ou quoi. Puis il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, hein. On ne savait pas ce qu'on était en train de faire. Le moment plaisir, c'était entre midi et deux, on mangeait des pâtes, on buvait une bière, on regardait les Simpsons. Tu vois, notre vie, elle s'arrêtait là, tu vois. Donc en fait, tu as zéro responsabilité. C'est chaque 30 balles de gagner qui sont bons. Alors qu'aujourd'hui, quand je lance un projet, si imaginons aujourd'hui, je devais... et je suis en train de me dire, ok, est-ce que ce projet a potentiel de faire 200 000, 300 000, 500 000, 1 million Avant, je ne pensais pas à ça. C'était juste qu'il fallait que je paye la facture. Donc, je pense que c'est un peu déjà différent. pensé plutôt à... Est-ce que quand tu lances un projet, tu penses à ça ou tu penses à l'impact que ça va avoir Tu parles avant ou maintenant? maintenant? Bah, en fait, aujourd'hui, ma grille de discernement, elle est devenue hyper compliquée pour lancer un projet. Compliqué. Bah ouais, parce qu'en fait, tu sais, c'est comme une checklist. C'est super simple de faire compliqué. Ouais. Et ouais, bah oui, c'est vrai. Bah en fait, non, je dirais ça, c'est que justement, comme je sais ce qu'il faut pour qu'une boîte cartonne, qu'il y ait plein de Caractéristiques j'ai une checklist qui est très longue, qui fait que, en fait, je m'embarque dans beaucoup moins de choses et je mets beaucoup plus de temps parce qu'en fait, je sais combien ça va être compliqué, tous les enjeux, et puis, en fait, tu as des fausses bonnes idées. Donc, en fait, tu sais, moi, je pense que mes 15 dernières années, c'était une phase de formation. On dit, il y a des phases en anglais, ça sonne mieux. Learning season non, learning season et earning season. Tu as des phases d'apprentissage et des phases de gain, en fait, tu récoltes. Donc je pense que depuis 15 ans, j'étais dans une phase de gros apprentissage. J'ai eu pendant 12 ans, 13 ans, j'ai été payé 2400 €, pas plus. J'avais des salariés qui étaient mieux payés que moi. Donc j'ai appris. Et après, je suis rentré en phase de, ok, maintenant je vais essayer de gagner. Maintenant que j'ai commencé cette nouvelle saison de vie,
je sais ce qu'il faut pour gagner, je sais ce qu'il faut pour que ça tienne dans le temps et que moi aussi, je me crame pas dedans. Donc, plus on vieillit, plus l'expérience devient, plus en fait, pour reprendre, je veux faire une entreprise simple et efficace. Et ça, c'est très compliqué. Donc, je le retourne dans l'autre sens. Ouais. Il y a un Ouais, truc. c'est simple de faire compliqué, mais c'est compliqué de faire simple. Et ça, c'est un truc, tu vois, par rapport à l'accompagnement qu'on a eu avec Serenity. En tout cas, pour ma part, ça a été une énorme bouffée d'air. Parce que je pense que moi, j'ai pas été formé à l'entrepreneuriat ni au management. J'ai appris ça dans les livres, sur les réseaux sociaux. Et tu sais, quand je parlais de cette mood avant un peu entrepreneurial, le côté bien-être des salariés, épanouissement, tout ça, c'était presque devenu numéro un avant le goal de l'entreprise, tu vois. Et c'est à la fois quelque chose qui m'a, je dirais pas choqué, parce que le terme mais c'était tellement à contre-courant de ce que j'avais que m'a obligé à me reshaper un peu mentalement. Mais ça m'a fait énormément de bien. Je me souviens d'une séance en particulier avec Hervé, où en fait, il parlait de la différence entre une erreur et une faute. Et il avait un vocabulaire en mode armé. Tu vois, il disait, voilà, ça c'est une désobéissance. J'ai pas peur d'utiliser le terme. Et il avait des mots autorité, tout ça. Et là, je me suis rendu compte combien, par peur de blesser, on camoufle les choses en fin de compte, et on complexifie énormément les relations, au lieu d'appeler un chat un chat. Et ça, c'est un élément qui, dans l'entreprise, m'a énormément aidé par votre accompagnement. Et je pense que l'armée a appris, avec le temps, à faire des choses simples, efficaces, qui vont straight to the point. Hyper pragmatique. Toi, dans ce que tu observes des CEO et des équipes que tu accompagnes, si tu avais là un mot à partager aux CEO qui sont en galère, qui se font maltraiter par leurs salariés, si je peux le dire ça un peu avec humour, qui se perdent, ils ont entrepris pour atteindre un bel objectif, mais qui se retrouvent un peu prisonniers. Tu vois, ils voulaient de la liberté, mais ils ont tout sauf de la liberté. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Moi, j'ai envie de leur dire, franchement, c'est de se faire confiance. Okay. C'est le plus dur. C'est qu'à un moment donné, si c'est eux qui ont monté la boîte, si c'est eux qui ont réalisé tout ça, c'est peut-être qu'ils ont peut-être quelque chose en plus que les autres. Et il n'y a pas de mal à avoir quelque chose en plus que les autres dans ce domaine-là. Peut-être qu'il y a d'autres domaines où ils sont nuls à chier. Mais dans ce domaine-là, ils ont un truc en plus. Et donc, il faut qu'ils se fassent confiance. Et moi, je me réfère encore une fois, on fait tout ça, on se réfère à une expérience passée. Quand je suis arrivé, donc je fais partie de ceux qui ont ouvert la mission au Mali. Donc là, ça fait, je crois, 11 ans, là, presque jour pour jour, que j'ai atterri au Niger pour partir dans l'Azawad, donc la partie nord Mali. Et en fait, quand j'arrive au Niger, donc moi je suis chef de groupe de combat, donc je commande une dizaine de bonhommes, et j'atterris au Niger et je ne connais pas les mecs que je vais devoir commander. D'accord. Ils sont avec toi dans l'avion ou tu Ils sont avec moi dans l'avion, mais je sais pas qui ils sont. Tu vois, je les ai jamais vus, j'ai jamais parlé avec eux. Enfin, c'est quand même très particulier de savoir que tu vas dans un pays en guerre en sachant que tu ne sais pas du tout sur quoi tu vas tomber, que tu sais pas combien de temps tu vas rester, et que tu vas avoir, on le savait pas encore, mais tu vas avoir très peu de communication avec la France pendant 4 mois. Tu vois. Et donc je me retrouve à commander ce groupe-là. J'ai 22 ans. Et comme partout, et surtout dans l'armée, la discipline, il faut pas oublier que c'est quelque chose qui doit être librement consenti. Ok. Si le mec il te dit d'aller te faire foutre, qu'est-ce que tu vas faire? En vrai, tu es au fin fond du Niger, tu as un mec qui fait 2 mètres, 120 kilos, qui te dit sergent, on va te faire foutre. Qu'il a une arme. Qu'il a une arme, et puis il y en a plusieurs. Qu'est-ce que tu fais? Bah rien. Bah dans les films, il lui met une balle ou dans les films, il l'attache. Moi, je vais pas tirer sur mes mecs. Et avant qu'il y ait une balle, il y a quand même l'affrontement physique. Enfin, et donc, si un de tes mecs te dit non, c'est une question que je me posais souvent. C'est si je donne un ordre et que j'ai un de mes mecs qui me dit non, je fais quoi? Je suis comme un con. Donc il faut absolument que je suscite l'adhésion. Tu vois, sans être un comment dirais-je, tout en remplissant la mission. Donc, tu vois, c'est un équilibre difficile à trouver. Bref, on fait nos 2 premières semaines. Donc, Niger, on part à Gao, on fait quelques missions un peu merdiques. Et je vois bien qu'à chaque fois que je dis quelque chose, ils sont pas d'accord. Ok. Mais ils te l'expriment ou c'est ça? En gros, c'est cause toujours, tu vois. C'est des mecs qui sont plus vieux que toi, ils ont beaucoup plus d'expérience que toi.
T'es un peu le jeune con qui débarque, qui va leur apprendre la vie, mais C'est ça. En plus, on s'était jamais vu. ouais. Enfin, bref, il y a tout un tas de choses hein, qui rentrent en compte. En plus, on est que des bonhommes, donc tu vois, t'imagines la testo. Enfin, c'est un monde, c'est très primaire. Ouais. C'est très primaire. Et en fait, et là, on partait sur une mission, sur une mission qui avait l'air un peu plus compliquée que les autres. Et on était dans le véhicule blindé. Et je donne mes ordres. Et je vois qu'il continue à me contredire, tu vois. Et là, en fait, là, c'est soit je passe 4 mois comme ça, soit on fait un shift direct. On était en convoi, donc colonne de véhicules. Donc je demande à mon pilote d'arrêter le véhicule, je leur demande de débarquer. Donc là, on est en colonne, hein, donc derrière tu as je sais pas combien de véhicules qui... Si moi je m'arrête, derrière tu as 20 ou 30 de véhicules qui s'arrêtent. Ok. Donc on débarque, je les mets donc c'était une zone safe, hein. Mm. Je les mets en arc de cercle, je leur dis bon, c'est très simple. Ok, c'est moi le sergent. Mais maintenant, est-ce qu'il y en a un ici qui pense faire mieux que moi? Ou qui veut faire à ma place? Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. J'ai le graton sur la poitrine, donc le grade. Mais moi, je vous file le commandement du groupe. Et on fait comme ça pendant les 4 mois. Est-ce qu'il y en a un qui veut prendre le commandement du groupe ici? Je les ai regardés un par un. Toi, tu veux prendre le commandement du groupe? Non. Toi, tu veux prendre le commandement du groupe? Non. Toi, tu veux prendre le commandement du groupe? Non. Et là, je regarde le mec de 2 mètres, 120 kilos, brut épaisse. Tu veux prendre le commandement du groupe? Non. Alors maintenant, vous fermez tous vos gueules. Terminé. Pendant 2 jours, ils m'ont pas parlé. Donc, imagine, hein, tu es dans un pays au fin fond du désert, dans un véhicule de combat qui est quand même pas très grand, avec 9 mecs armés qui ne t'adressent pas la parole pendant 48 heures. Ok. Ça cogite là. Là, tu te dis, j'ai fait une grosse connerie. Mais ils t'obéissent, du coup, aussi t'as ça ou pas? Là, ils font ce que je dis, mais ils me parlent plus, tu vois. Mhm. Donc, pendant 48 heures, tu te dis là, j'ai fait de la merde. Là, j'ai fait de la merde. On arrive dans un petit village paumé. On se pose et c'était un moment où on pouvait prendre un peu soin de nous vite fait. Et là, il y a mon pilote et mon radiotireur qui me disent: Sergent, vous pouvez venir voir s'il vous plaît? Là, je me suis dit: ah, on va se la mettre. Je me suis dit: là, ils veulent qu'on. Donc, il faisait nuit. On part derrière le véhicule. Donc là, t'as personne qui nous voit. C'est des mecs des îles, tu sais, c'est des mecs qui viennent de Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, tout ça. Et ils s'assoient, ils sortent une petite bouteille de whisky, Ouais. ils me servent, ils se servent. Et là, je savais que c'était bon, c'était fini. Wow. Et pendant les 3 mois qui ont suivi, j'ai plus jamais eu de problème. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que parfois, il faut remettre et même si c'est un peu à contre-courant de ce qu'on pourrait entendre dans le monde du coaching et du management, etc., parfois il faut savoir remettre l'église au milieu du village. Quand tu es entrepreneur, tu prends 100% des risques. 100%. Si la boîte elle coule, peut-être que toi tu es endetté peut-être que tu es endetté pour remonter ta boîte. Peut-être que tu as mis beaucoup d'argent perso dans la boîte. T'as pas de chômage. Il n'y a pas de chômage. Tu cotises pas pour ta retraite. Enfin bref, tu as tous les inconvénients et tu as le bénéfice que si tu réussis. Quand tu es salarié, même si tu perds ton travail, tu vas te retrouver au chômage, tu vas potentiellement pouvoir retrouver un boulot. Bref, tu prends quand même beaucoup moins de risques. Donc à un moment donné, faut fermer sa gueule, quoi. Ça paraît hyper violent de le dire comme ça. Mais en fait, quand on est dans une situation, et c'est ce que je disais l'autre jour à un des CEO qu'on accompagne, faire le leader quand tu as levé 20 millions, que tu as une boîte qui, de l'extérieur, a tous les signes de succès, que tu recrutes 30 personnes en 6 mois, donner des conseils de leadership, c'est hyper facile. Mettre un putain de leader quand il y a tout qui se pète la gueule, que tu n'as plus d'argent, que ton board te suit plus, que tu es en train de te séparer de ta gonzesse, et là, il faut que tu sois là, c'est là, en fait. C'est là où il faut montrer que tu es un vrai chef. Ça, c'est ce que je dis souvent à ma femme dans les moments difficiles. Je disais, en fait, si je veux devenir un vrai leader, c'est là où je me révèle. Je dis, en fait, les grands généraux, c'était pas quand ils étaient au quartier général, tranquillement, à écrire des bouquins. C'est quand ils étaient sur le terrain et qu'ils ont fait le moment où tout le monde les a détestés. Et puis 3 mois après, je dis, putain, mais la décision a été dingue. Et c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, c'est là où on se révèle le plus. Et parfois, il faut prendre des décisions difficiles. Ton exemple, je le trouve incroyable. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, par rapport, je fais le lien avec ce que tu dis, c'était hyper bien construit sur une dimension de se faire confiance. C'est que parfois, tu as tellement de retours qui te viennent,
tout le monde a son avis, puis en fait, lui, il est pas content, lui, il est ci, lui, il est ça. En fait, tu en oublies que tu as la responsabilité, tu en oublies, en fait, parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un de très dans la discussion, j'écoute l'avis de tout le monde, mais à des moments, ça me perd. Et d'en revenir qu'à la fin, moi, l'expérience que j'ai eue qui m'a tatoué ou vacciné sur ce sujet-là, c'est que quand j'étais beaucoup plus jeune, hein, j'avais 25 ans, j'ai fait un projet, c'est le plus gros projet de mon histoire, les 80 000 euros de projet, j'ai 25 ans, et c'était un film, un petit film pour Internet. Et là, je fais confiance à un ami qui a la quarantaine, qui a fait des réalisations, et lui, il va s'enflammer de fou sur ce projet-là. Je la fais très courte. Moi, je lui fais confiance. Je le sens pas trop, mais il s'enflamme. Et à la fin, je me trouve endetté de 150 000 balles. Et lui, en gros, c'est fini. Bon, voilà. Et moi, je prends toute la responsabilité. Et pendant 2 ans, je vais avoir les huissiers avec Thomas, les huissiers qui viennent et tout, c'est chaud. Et là, j'ai compris, en fait, j'ai pas mis mes couilles sur la table. Et en fait, j'ai pas compris que toutes les décisions à écouter tout le monde se barre à la fin. Par contre, celui qui paye l'addition, c'est moi. Et ouais. Et j'ai souvent besoin de me le redire. Et là où je trouve génial dans ton exemple, c'est que parfois, on peut avoir une logique de... on dirait, mais je veux pas être le patron dominant, je veux pas être... Mais le fait, comme tu l'as fait, est génial. Dire, tu veux être chef, moi je te le file là. Et en fin de compte, les gens, à un moment, quand donner son avis sans avoir la responsabilité, c'est très facile. C'est hyper simple. C'est ça. C'est génial. Tu n'as aucune responsabilité, mais tu as un avis sur tout. Ben ouais, c'est ça. C'est comme ceux qui regardent le sport à la télé. Putain, moi j'aurais été à sa place, j'aurais fait comme si. Ouais. Ou si je manageais cette équipe-là, j'aurais fait comme ça. Bah vas-y, prends les clés, montre-nous comment tu fais, et puis si tu y arrives, il n'y a pas de problème. Ouais. Et ça, je trouve ça génial. Et moi, ce qui m'a beaucoup aussi inspiré dans votre accompagnement, bon, déjà, il y a plusieurs choses. C'est déjà le fait de pouvoir parler rapidement à quelqu'un. Ah, Ça, cool. c'était génial. Le fait de... comment QRF, ouais. Quick Reaction Force. Ça, je trouve ça Coaching génial. à la demande. Dans le sens où tu as ta formation, puis là, j'ai une situation précise de... il est venu à 10h, ça fait 10 fois que je lui dis, je lui ai dit mardi soir, et mercredi soir, il vient à 10h, comme une petite fleur. Qu'est-ce que je fais? Je le vire dans la foulée ou pas? Bah, de pouvoir appeler quelqu'un, dégonfler le ballon, dire ok, on va remettre les choses. Ça, c'était génial. D'avoir des experts dans tous les sens. Ça, c'est ce qui plaît le plus dans notre accompagnement. Ouais. Et plus là, on va pousser le produit encore plus loin cette année, donc ça va être... Non, ça, c'est un point hyper important. Et je me rends compte, tu vois, en tant qu'entrepreneur, il y a une image que j'ai souvent utilisée et qui vous mettez bien ça en place, c'est... Alors dis-moi si c'est vrai, mais je crois qu'un soldat américain sur le terrain, je crois que c'est 4 ou 5 personnes en coulisses. T'as le gars, la logistique, la communication, tout ça. Et ben, en fait, un entrepreneur, il y a son équipe, mais lui-même, il faut qu'il ait sa propre team. Et d'une certaine manière, c'est ce que vous offrez. C'est de dire, ok, j'ai un problème sur... on doit faire un licenciement. Ben, ok, comment l'annoncer, comment la posture? J'ai un problème... manque de fatigue, ok, ça va être Pierre sur confinement. Donc ça, je trouve ça génial. Et je pense qu'un point, ça revient avec cette dimension de responsabilité et que je voulais aborder parce que ça me semble être, par rapport à le mood de l'entrepreneuriat, mais aussi de la société plus généralement, comment dire, cette déresponsabilisation et cette peur qu'on peut avoir à être trop autoritaire. Et je pense que ça, c'est un des éléments qui m'a beaucoup aidé. C'est si je recrute quelqu'un, si sa mission est claire et qu'il n'atteint pas les objectifs, c'est sa responsabilité. Bien sûr que je dois me remettre en question. Moi, j'étais dans un mood, je ne sais pas si tu as entendu cette phrase, everything rise and fall with leadership. Il y a tout qui s'envole ou s'effondre avec le leadership. Et ça, j'y crois à fond. Mais en même temps, j'avais poussé ça beaucoup trop loin à me dire c'est toujours moi qui n'ai pas assez fait. Du coup, je gonflais mon nombre de responsabilités. Quand quelqu'un se merdait, je dis ouais, je l'ai pas assez bien briefé. Puis au bout d'un moment, je me rendais compte que en fait, le brief était là, mais ça marchait toujours pas. Donc je me retournais la tête. Et là, le fait de ramener une forme de hiérarchie et d'autorité, de dire je t'ai demandé un truc, est-ce que tu l'as fait? Si tu l'as fait, que ça n'a pas marché, et que c'était de ma faute, parce que c'était moi qui t'avais dit ça, je prends la responsabilité. Mais si c'était ta stratégie, ton idée, et de carrément m'extraire presque même du processus pour que la personne ait 100% les mains et on peut voir si c'est bon ou pas. Pourquoi, selon toi, c'est si difficile dans l'ère dans laquelle on est à instaurer cette forme de responsabilité et autorité? Je sais pas pourquoi c'est si difficile de le faire. Ouais. Ce que je sais, c'est que... non, en vrai, je vais pas m'aventurer sur cette question-là.
Ok. Je sais pas pourquoi c'est si difficile de. Et je sais pas si c'est plus difficile qu'avant, tu vois. Je sais pas si c'est Ok. plus difficile qu'avant et je sais pas si c'est moins difficile que demain. Enfin, tu vois, j'ai pas de. Je ne sais pas. On a quand même une image, tu vois, dernièrement, je parlais avec un ami, il disait, ouais, moi, ma boîte, maintenant, je suis plus en mode start-up, ça va être en mode bon père de famille à l'ancienne. Hmm. Tu vois, j'ai l'impression quand même qu'ils avaient des modèles plus à l'ancienne qui amenaient une forme de, tu vois, ce rapport à l'autorité tu vois, je pense à des amis, par exemple, qui ont des boîtes dans des bleds plus reculés, où il y a un rapport au patron, rapport à la Hmm. hiérarchie, en mode, je sais très bien que j'ai pas la responsabilité. Tu sais, c'est Et du très coup, marrant. j'ai l'impression, tu vois, je le vois très bien, parfois j'ai recruté des gens qui venaient pas de ce monde-là, du digital, et qui a été sur des chantiers ou des trucs comme ça. Ils avaient un rapport à l'autorité, aux relations qui n'avaient rien à voir. Alors, il y a un piège là-dedans. Ok. Il y a un piège hyper intéressant d'un point de vue management qui s'est révélé à cause des différences euh, de rapport à la hiérarchie Mhm. entre les pilotes et copilotes d'avion. Ok. En gros, ils se sont rendus compte qu'en fonction de l'origine géographique d'un pilote et de son copilote, il pouvait y avoir des incompréhensions dans la façon avec laquelle ils allaient manager leur cockpit. Et ça Ok. créait des accidents, D'accord. donc des accidents mortels. Ok. Parce que si tu prends un mec qui vient je sais pas, de New York, par exemple, il Mhm. a un rapport à la hiérarchie qui est très différent d'un mec qui vient de Shanghai. Ok. Parce que à New York, il y a un indicateur de distanciation hiérarchique qui est très faible, Ok. par exemple. Ouais. Parce que tu vas tutoyer ton patron, tu vas tutoyer ton manager, tu vas Mhm. être très proche, tu vas être capable de lui faire des feedbacks immédiats Mhm. et bienveillants pour que la mission se déroule bien. Tandis que dans d'autres pays, par exemple en France, dans certains, dans certaines industries, il y a un indicateur de distanciation hiérarchique qui est très fort. Mhm. Bah, la caissière de Auchan, elle va peut-être pas tutoyer le patron de Auchan, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a cet indicateur de distanciation hiérarchique. Et donc les compagnies aériennes se sont rendues compte que ça créait des accidents. Ok. Voilà. Donc comment on peut se servir de ça pour nous dans nos business? C'est de se dire que il nous faut des retours Mhm. du terrain. Il faut que nos salariés, il faut que les membres de notre équipe, nos collègues soient en mesure, se sentent capables de nous faire Mhm. des feedbacks, et nous inversement. Et pour ça, il faut de la sécurité psychologique. Ok. C'est le socle. Mhm. On se donne de la sécurité psychologique, donc je peux te faire des feedbacks, tu peux me faire des feedbacks, et celui qui prend les décisions, c'est quand même moi, en fait. Ouais. Euh, Ok. Tu vois, Donc toi, ça c'est la base, c'est amener une forme de sécurité. psychologique, ouais. Mais il faut, et je sais pas quand sortira ça, mais j'espère que ça sortira après avoir parlé aux membres de mon équipe. Mais tu vois, moi je me suis rendu compte d'un truc aussi en passant du monde militaire au monde de l'entreprise. C'est que dans l'armée, on n'a pas de mal à dire à un mec que c'est une brêle. Ok. Et on le dira comme ça. Mais dans les deux sens, à ton patron ou en dessous. Alors, dans les deux sens, si c'est ton chef, tu vas mettre peut-être plus de forme, mais en Ouais. tout cas, en fait, après, ça dépendra de toi, Ouais. justement de ton indicateur de distanciation hiérarchique personnelle Mhm. vis-à-vis de ton chef. En tout cas, quand tu es un chef, si tu as un de tes mecs qui est pas au rendez-vous, tu vas avoir aucun problème à lui dire qu'il n'est pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce que derrière, il y a quand même une notion il y a une finalité qui est le combat. Ouais. Quand tu es en compagnie de combat, comme moi j'étais. Donc c'est un peu ton devoir en tant que chef de pointer du doigt ton mec qui est mauvais. Ouais. Ou c'est la responsabilité d'un de tes chefs d'équipe de dire bah tiens, il y a tel chef d'équipe, il y a tel mec, c'est vraiment une brêle. Ouais. Tu vois, et on n'a aucun problème à se le dire, tu vois. Ouais. Ça fait même partie d'un nos process. Quand tu Mhm. fais une mission, à la fin de la mission, tu fais ce qu'on appelle un 3 alpha, analyse après action, où tu vas décrypter de A jusqu'à Z tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu devais faire, pourquoi tu Mhm. l'as pas fait, etc., etc. Il y a tel mec qui est très faible techniquement sur tel sujet, machin. En entreprise, pour dire à quelqu'un qui sait pas faire, enfin qu'il est mauvais ou qu'il a mal fait quelque chose, et en soi c'est pas grave, t'es en Mhm. retard sur ton échéance, il faut mettre 12 000 pincettes. Bah ouais. Mais non, enfin, moi Mais ça, 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 c'est me- un ça, vrai défi. Moi, je me souviens d'un accompagnement que j'avais eu avec un de tes gars. Et je fais un point, c'est quelqu'un, ça fait des années, on lui dit, on peut pas compter sur toi. Tu vois, tes mails, ils vont pas, ça va, tu vois. On lui dit.
Et puis, moi, j'en arrive où il y a une augmentation, il y a quelqu'un qui monte de poste, et lui, il fait la gueule parce qu'il voulait avoir ce poste-là. Et j'en viens à lui dire, en fait, moi, je suis désolé, mais tous les signaux, tu le sais, depuis un certain temps, on n'arrive pas à compter sur toi. Tu vois, je ne peux pas compter sur toi. Et je me souviens, le retour que m'avait fait, je ne sais plus qui c'était pas Kevin ou qui me dit, mais en fait, là, tu parles de l'identité de la personne, en fait. Et donc, du coup, c'est très dur, au lieu de parler des faits. Mais le problème, c'est que, en fait, l'erreur que j'ai fait, c'est que il y a longtemps que j'aurais dû le virer. C'est-à-dire qu'à un moment où ça allait Mm, pas, juste dire, en fait, il y a une conséquence, on peut pas compter sur toi. Et du coup, j'ai laissé trop traîner. mm, Et mm. pourquoi? Et moi, ça m'a marqué, c'est que même longtemps après, même dernièrement, j'ai entendu de Six, en gros, il m'en veut toujours. Moi, je me dis, tiens, je lui ai parlé. J'ai toujours été très cool, j'ai dit juste une phrase et ça l'a blessé Mm, mm. quand maintenant. Et j'en suis désolé, tu vois. Moi, j'avais pas l'impression d'avoir été méchant, c'était juste, j'ai raison, il était très au courant, on avait fait plein de points. Et je trouve ça très compliqué. Je Moi, je comprends. sais que, et je me souviens de, alors moi, j'ai pas eu de boss, mais des actionnaires, par exemple, ou des clients qui ont été durs à des moments, dire David, là, il faut maturer un peu, ou des trucs, ça se fait plus. Moi, ça fait un putain d'électrochoc Eh sur ouais. moi quand on me dit un truc comme ça. C'est pour ça que c'est toi qui es entrepreneur. Ouais. Mais du coup, la transposition dans le monde de l'entreprise, tu penses que justement, on doit. Tu sais, il y a un bouquin, tu l'as lu, le bouquin de Netflix, No Rule Rules, pas de règles qui vaillent. Je l'ai pas lu, mais Parce que c'est j'ai entendu parler. exactement ça, c'est une culture du feedback constant, mais en mode très dur. Du genre, il y a une situation, imaginons tu fais une presse devant ton équipe, et là, imaginons moi je suis dans ton équipe, je me lève, je dis ouais Julien, en fait je me fais chier à mourir. Là, ta presse, elle a pas de. Franchement, je déconnecte, donc je suis désolé, moi je vais aller bosser sur autre chose. Et si tu veux que je te fasse un retour sur comment faire mieux, n'hésite pas. Boum. En fait, c'est que ils sont constamment dans le feedback frontal, surtout. Je vais te lire un truc, et je vais te dire Ouais. d'où ça sort. C'est une obligation morale d'être franc et direct avec ses collaborateurs, autant dans les compliments que dans les critiques plus négatives et parfois âpres à digérer au premier abord. Car comme nous le savons tous au fond, ces critiques rendent souvent les grands services à qui nous les prodiguons. Ça, c'est issu d'un livre qui s'appelle Radical Candor. Ok. Donc ça, c'est pur écosystème startup en vrai, Ouais. ce genre de bouquin. Et ça, c'est des trucs qu'on applique dans l'armée, tu vois. Donc Hmm. encore une fois, il y a Après, il y a une différence entre dire t'es une merde et dire fais chier, t'es tout le temps en retard. Il y a quand Ah même oui, une oui, bien nuance sûr. dans la forme. Oui, oui, mais après, c'est sûr que compagnie de combat, on va moins. Bien sûr, il n'y a pas de, il y a pas de forme, mais il faut quand même arriver à être capable de dire, Ouais. sans passer par mille chemins, écoute, là, là, c'est pas ok, quoi. C'est vrai que je pense que ce sujet-là, mais moi, ça revient avec la dimension de force, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, plus en fait, tu t'endurcis, plus tu es capable de l'entendre. J'imagine à l'armée, il y a un tri qui se fait assez rapidement. Le gars où on lui dit putain, t'es une merde, je t'avais dit de courir, t'es en retard de tout le monde. C'est le gars au bout de trois. Tu vois, dernièrement, j'ai regardé ce film dont tout le monde parle, tu sais, avec cette scène oui, chef, oui, Mm. chef. Ah, Euh, Full Metal Jacket? ouais, Ouais, et ben il y en a un, au bout d'un moment, il se suicide. ouais, baleine. Ouais. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une forme aussi de. Comment dire, bon, l'armée, c'est un cas extrême, mais en même temps, est-ce que dans nos entreprises, en étant trop bienveillant, trop. Voilà, en fin de compte, on ne crée pas une forme de sélection naturelle qui devrait se mettre en place pour performer? Mais tu sais, on accompagne une boîte depuis 2 ans. C'est une très belle boîte en France, que je peux citer, Mhm. voilà, HelloFresh, Ok. HelloFresh France. On accompagne tous leurs managers. Ouais. Et ils excellent, franchement, d'un point de vue résultat. Ouais. Mais je ne suis pas étonné qu'ils excellent. Ils ont Ok. un niveau d'excellence à tous les niveaux Ok. qui est incroyable. On a et le niveau d'excellence, il commence dès le process de recrutement. Hmm. Dans la façon avec laquelle ils ont structuré leur process de recrutement, la façon avec laquelle ils ont structuré leurs OKR. Rien que les fichiers sur lesquels il y a les OKR, il est magnifique, tu vois. Ok. Donc ils sont dans le souci du détail et de l'excellence dans tout ce qu'ils font. Donc ils performent. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, parce que la perfection, Hmm. encore une fois, n'est pas de ce monde. Mais ils surperforment. Et tu as d'autres boîtes, dès les rendez-vous de prospection, je sais que ça va être une tannée.
Je sais que ça va être une galère parce que la DRH, elle n'est pas structurée, qu'elle n'a pas Mhm. compris qu'elle, en tant que DRH, elle a un vrai rôle business de conseiller son CEO. Parce que Mhm. les CEO, ils y connaissent rien en RH. Mhm. Et ils ont besoin d'un ou d'une DRH qui soit capable de les challenger sur leurs décisions de CEO, tu vois. Mhm. Et je vois tout de suite que là, La merde. ça va être compliqué, ouais. Quand tu as le Mhm. CEO qui dit que lui veut pas être accompagné, mais qu'il va falloir accompagner ses équipes, que tu vois qu'ils n'ont pas de, euh, de roadmap, enfin j'en sais rien, tu vois, Ouais. il y a plein de... Au fil du temps, j'ai commencé à comprendre un peu des patterns, tu vois, et je me dis, bon bah là, je sais que ça va être relou, tu vois. Ouais. Et mon actionnaire, il disait souvent, on a les équipes qu'on mérite. Et pour aller dans ton sens, c'est en effet, on peut remettre en question la société, la hiérarchie qui se perd et tout. Mais en même temps, il y en a qui arrivent à tout déglinguer malgré tout. Mm. Et c'est parce ils arrivent à créer un écosystème d'exigence Ouais. qui fonctionne. Moi, j'aimerais terminer avec une question. Il y a une phrase qui va beaucoup accompagner mon, cette émission, cette recherche dans laquelle je suis, qui est l'union fait la force. Je me rends compte que ce soit dans le couple ou dans l'entreprise, l'union amène beaucoup de force, en fin de compte. L'armée, c'est une histoire d'union. Tu donnais l'exemple avec ton équipe sur le terrain. Est-ce qu'il y a des pratiques, des choses qui se mettent en place à l'armée qui sont transposables, en particulier la dimension de couple, dans une famille, pour réussir à créer l'union, c'est pour traverser des phases difficiles, ça me semble être essentiel. Est-ce qu'il y a des choses que dans l'armée sont mises en place qui pourraient être transposables? Bah, disons que ma vie sentimentale étant particulièrement chaotique, je serais très mal placé pour pouvoir dire quelque chose là-dessus. En revanche, ce que t'apporte l'armée, et ça c'est, je pense, le truc le plus incroyable que t'apporte l'armée, c'est que ça te permet de rencontrer des gens que t'aurais jamais rencontrés avant. Ok, Euh, et ça te donne une ouverture d'esprit et de tolérance sur ok. l'autre qui est incroyable. Parce que dans l'armée, tu bosses avec des mecs qui viennent de toutes les origines sociales, Mhm, de toutes les origines géographiques. Enfin, moi, j'ai bossé avec des mecs qui venaient de petites îles de Nouvelle-Calédonie où ils ont jusqu'à présent vécu de la chasse mhm, et qui vivaient pieds nus, tu vois. mhm, Ils arrivent à Paris, ils sont pieds nus, ils n'ont pas de... mhm. Et ils ont même pas, enfin, ils ont pas de carte vitale, ils ont pas de brosse à dents. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, Et ces mecs-là, tu vis avec eux pendant 5 ans, tu vois. wow. T'as des mecs qui sont hyper intelligents, qui sont hyper philosophiques dans leur façon de penser, mais et qui sont à côté avec des mecs qui sont les plus violents que tu peux connaître sur Mhm. Terre. Et toi, tu vis avec ces gens-là, en fait. Et donc, qu'est-ce qui crée l'union alors? C'est quoi? C'est le danger, la mission? C'est la C'est camaraderie? la camaraderie. Ok. En fait, il y a un... Alors, ça veut pas dire qu'on va tous s'apprécier. Mhm. Il y a des mecs que dans mon groupe, je pouvais pas blairer, qui pouvaient pas me blairer. Ouais. Mais on se faisait confiance. On se faisait aussi des feedbacks, hein, même si Mhm. on n'appelle pas ça comme ça à l'armée, on se faisait des feedbacks. Euh, et tu vois, quand on m'a toujours dit ça avant, quand j'étais jeune sergent, je me demandais mais comment je saurais que je suis un bon chef, tu vois. Mhm. Et la réponse qu'on me donnait à chaque fois, c'était quand ça va péter, donc quand vous vous ferez tirer dessus, quand ça va être, ce Mhm. sera la merde, tes mecs ils vont se retourner vers le chef. Ils vont se Mhm. tourner vers lui pour savoir ce qu'ils ont à faire. Et c'est à ce Mhm. moment-là que tu verras vers qui ils se tournent. Ah, c'est en gros, si c'est un autre vers qui il Voilà, demande, en mode. c'est ça. Ok, C'est ça. Et donc, j'ai pu l'observer ok. parce que j'ai fait une mission. Enfin, il y a eu Mali, mais c'était dangereux, c'était bizarre, mais Mhm. c'était pas. En tout cas, j'ai pas vécu de moments hyper intenses, Mhm. même s'il y a eu des morts et tout. En tout cas, avec le recul, j'ai pas le sentiment d'avoir vécu des moments comme ça. En revanche, on a fait une mission qui était extrêmement intense, physiquement, psychologiquement, où il y a eu on s'est fait tirer dessus, etc. Et la première fois que je me suis fait vraiment tirer dessus, c'était un 1er janvier, et ça a duré plusieurs heures. Mhm. Et en fait, au moment où tu as les premières balles qui passent, t'as un- c'est comme, comme dans les films, en fait, il y a tout ça s'arrête. Et là, en fait, tu vois en fait, que tes mecs, ils te regardent, tu vois. Et je me Mhm. souviens, j'avais un vieux caporal-chef qui avait genre 18 ans de service, qui était avec moi, un mec génial. Il me dit, c'est maintenant, sergent, faut donner des ordres. Waouh, Et là, ok, c'est toi le chef, tu vois. waouh. Tout ce que tu as construit avant, C'est ça. c'est maintenant que C'est ça joue. maintenant que ça se passe. Waouh.
Et alors, encore une petite dernière question. Vas-y. Là, on est vraiment dans le moment du danger, en gros, si on se plonge. Est-ce qu'on vous enseigne des techniques de résolution de conflits sous tension? En fait, il y a le conflit de ouais, on va en parler lors du feedback ou je Il n'y sais a pas pas de quoi. conflit dans ce genre de situation. Ok, En fait, s'il y a un conflit, c'est que tu as merdé plus tôt. Parce ok. que c'est le moment où justement tout doit dérouler, tout le monde doit appliquer les process qu'on a appris et qu'on a passé du temps à formaliser, à s'entraîner dessus, etc. Tu vois. D'où la dimension que, en fait, c'est à ce moment-là que tu vois la santé de ce que tu as créé avant. C'est-à-dire Exactement. que si à ce moment-là, tu dis, les mecs, lui, tu cours là-bas et qu'en fait, il te regarde en mode, mais t'es ouf ou quoi? Mm. Bah là, tu dis, bon, bah là. Exactement. Là, c'est le moment en fait où justement tu es à la quintessence de ce que c'est qu'être un chef. C'est tu dois, quand tu dis quelque chose, ou même sans avoir à dire quoi que ce soit, tout se passe comme c'est censé se passer. Tu as tes mecs qui se mettent au bon endroit, ils se mettent dans les bons trucs, ils font les bons comptes rendus, ils disent exactement ce qu'ils doivent dire, tu vois, tout déroule parfaitement. Et en fait, si on fait le parallèle entre ça, cette expérience militaire, et ce qui se passe dans une boîte, en fait, quand tu lèves des fonds, que tu as de l'argent, etc., et que tu fais le leader alors que tout est bon pour que tu sois un Ouais. leader, bah, c'est génial. Mais justement, la santé, comme tu l'as dit, de tout ça, tu vas t'en rendre compte au moment où ça va un peu puer. Si tu as des gens qui s'en vont, si tu commences à avoir des personnes qui te critiquent, si tu sens qu'il commence à y avoir un manque de motivation, de la latence, etc. Tu vois, c'est là où tu te dis, putain, en fait, j'ai merdé plus tôt, tu vois. J'ai merdé. Ouais. Ouais, je vois bien le moment en fait où ça va bien, donc tu te rends pas compte. Et puis C'est ça. le moment où ça merde, tu vois si ta mécanique elle est bien en place ou pas. Ouais. C'est ça. C'est ça. Et il y a quand même et tu vois, il y a un truc important, et c'est ce que je faisais quand j'étais militaire, et c'est ce que je fais aujourd'hui avec ma petite boîte. C'est très régulièrement, je me pose et je me prends du temps pour moi, pour savoir qui je suis en tant que. Alors, j'ai utilisé le terme de chef, mais on se comprend en termes de qui je suis en tant que chef, tu vois. Qu'est-ce que les gens ils attendent de moi? Qu'est-ce que j'attends de moi? Qu'est-ce que j'attends d'eux? C'est quoi ma mission cette année? C'est quoi ma mission sur les 3 prochains mois? C'est vraiment, je me pose, j'écris, je décortique en détail cette responsabilité, tu vois. Et tu as un canevas de réflexion où ça change en fonction des saisons. Je dois en avoir un, mais qui est que j'ai pas encore que j'ai pas formalisé. Ok. D'ailleurs, c'est peut-être un truc que je devrais faire. Mais j'en ai un puisque c'est un truc que je fais depuis que j'ai 20 ans. Tu vois. Enfin, toi, t'es entrepreneur depuis que tu as 20 ans. Ouais. Moi, je commande depuis que j'ai 20 ans. Donc, c'est un truc que je fais Même à l'armée, tu dis ça régulièrement. Qu'est-ce qu'on ouais, attend de moi? tout le temps. Et c'est quoi ta fréquence? Tous les quoi? Tous les ans? Tous les trimestres? Tous les. Alors, à l'armée, ce qui est cool, c'est que tu as un rythme. Ok. En fait, tu as un rythme opérationnel qui fait que tu as des moments pour faire ça, si tu as envie de le faire. Je sais qu'il n'y avait pas grand monde qui le faisait. Et c'était des moments d'ailleurs où je demandais à mes mecs de me faire des feedbacks sur mon commandement, tu vois. Ok. Qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je peux améliorer en tant que chef. Et au début, les gars, ils me regardaient avec des yeux genre... Mais sergent, pourquoi tu vois, genre, à quoi ça va servir de faire ça? Et il faudrait que je leur explique, bah, c'est parce que je veux être meilleur. Wow. Ça peut être presque même. J'ai pensé à faire ça. On est en train de faire ça avec Hélène, de se donner des rendez-vous. On fait des feedbacks de la semaine sur en quoi j'étais frustré, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Je vois déjà que c'est hyper intéressant. Et j'avais pensé à faire ça de manière plus générale, tu vois, avec la famille, les enfants. Je trouvais ça intéressant. Mais il y a une phrase qui m'accompagne beaucoup, que j'ai beaucoup de mal à mettre en pratique, c'est on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Donc ça, tant que tu n'as pas de soit finance ou quoi que ce soit. Pilotage par la donnée. Ouais. La donnée ou les retours que les gens te font. Mais un retour, c'est une donnée. Mais oui, c'est ça. Donc c'est hyper inspirant. Merci beaucoup, Julien. Bah, avec plaisir. Si cet échange a fait écho avec ton propre cheminement, je pense que tu vas apprécier l'e-book que j'ai rédigé pour les papas, patrons, pèlerins. Adieu la culpabilité des parents entrepreneurs. J'ai mis à l'écrit 17 pensées qui m'ont aidé à réduire de 30% ce sentiment de culpabilité. Tu sais, cette impression de ne pas être assez présent pour ma famille, pour mon travail. Pourquoi 30%? Tout simplement parce que ce sentiment ne disparaît jamais vraiment. Bien géré, il est un indicateur, mais non contrôlé, il fait beaucoup de dégâts. Cela fait des années que je travaille sur ce sujet, car la culpabilité est très présente en moi et c'est un sentiment qui se transmet de génération en génération.
et je ne veux pas refiler ça à mes enfants. Trop lourd à porter. La culpabilité, c'est porter l'entière responsabilité des événements. Dans l'e-book, je te partage aussi un cheminement mental pour t'aider à discerner ta part de responsabilité, au lieu de te flageller, encaisser, faire le sauveur, de plutôt responsabiliser les gens autour de toi. Il est gratuit et il te suffit de cliquer dans le lien dans la description. En le téléchargeant, tu t'inscris aussi à ma newsletter où je te partage mes nouveautés. Bisous.